Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Apathy, je suis éditorialiste politique, 7h40 tous les matins sur Europe 1 et je suis l'invité de Pâques. Jean-Michel Apathy, en 30 secondes, dites-nous ce qu'est un bon édito politique. Un bon édito politique, c'est un sujet dans lequel on sent qu'on peut mettre de soi-même, de son énergie, de sa sincérité, de quelque chose qui est une émotion qui nous appartient, mais qui est exprimée selon un code professionnel. Il faut qu'on puisse y mettre de soi-même, sinon c'est un sujet froid, qui n'a pas d'âme, qui ne mérite pas d'être écouté. Est-ce qu'on fait le même édito politique quand on est sur Europe 1 que si on est sur France Inter, que si on est sur RTL ou sur une chaîne de télévision? Qu'est-ce qui change? Rien. J'ai fait beaucoup de rédactions dans ma vie. Beaucoup dans la presse écrite. Je crois que je suis passé à peu près dans toutes les grandes radios. Et j'ai travaillé aussi sur plusieurs chaînes de télévision, dans plusieurs émissions. Je n'ai jamais été autre chose que moi-même. Je ne me suis jamais questionné sur le projet de presse auquel j'appartenais parce que tous étaient professionnels au fond. Aucun n'était engagé dans une aventure politique par exemple. Et donc j'ai toujours amené ce que j'étais. Et je n'ai jamais demandé ce que les gens qui m'accueillaient étaient. Comment ça se prépare un édito? À quel moment vous avez l'idée? Et comment après vous travaillez jusqu'à l'antenne 7h40? Quand j'ai l'idée, je sais que l'idée est bonne si je vois tout de suite le trou, la trouée que je peux faire. Vous savez, les Allemands ont envahi la France par Sedan, on a appelé ça la trouée de Sedan, moi c'est pareil. Il faut que je vois le trou et que je sache où aller. Où projeter mes émotions, ma colère, plus rarement, mais ça doit pouvoir arriver, je ne sais pas, des coups de cœur ou des encouragements ou des choses qui sont plus positives. Le journalisme est rarement positif, il n'est pas très intéressant quand il est positif. Donc il faut que je vois instantanément ce que je peux en faire. Trouver, ça c'est la magie des choses, en écrivant des idées auxquelles on n'avait pas pensé, de l'énergie qu'on ne pensait pas avoir, en écrivant comme ça. Et puis après je prends une feuille A4 que je plie en deux, et là je mets des mots sur la feuille A4 qui sont le cheminement de la pensée. Et après, le travail le plus long, c'est de mémoriser tout ça. Les concepts, les enchaînements, les formules. Vous ne lisez pas? Le matin, je passe une demi-heure à remémoriser tout ça. Et j'arrive au micro, je ne lis rien, non. Parce que j'essaie d'être spontané. J'essaie de donner quelque chose. Quelquefois, j'arrive au micro en sachant que le travail que j'ai fait est imparfait. Je me dis que je trouverai la solution à l'instant où la bouche s'ouvre, voilà, sur certains enchaînements qui ne sont pas encore clairs dans ma tête. Ça arrive que ça n'arrive pas? Non, ça, ce n'est pas arrivé. Ce qui m'est arrivé, pour vous dire la vérité, c'est qu'il est sorti des choses que j'aurais peut-être du mal à assumer après, dans la journée, au vu des commentaires. Vous avez un exemple en tête? Que je ne vous donnerai pas, oui. D'accord. Bon, tant pis. Mais voilà, c'est un peu travailler sans filet, c'est terriblement excitant. Ouais. Ça fait partie des choses les plus excitantes que vous ayez fait dans votre vie pro? Ouais, les plus marrantes. Ouais. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que le journalisme, c'était un jeu sérieux. C'est sérieux, hein, mais c'est un jeu. C'est un jeu parce que nous ne sommes pas des acteurs. Les acteurs, ce sont les autres. Nous les regardons. Donc voilà, on essaie de comprendre. Parfois le puzzle ne s'harmonise pas, ça veut dire qu'on nous manque quelque part. Donc on cherche, il y a un petit côté détective, on passe des coups de fil, mais pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire. Enfin, c'est un jeu. Sérieux, il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans le jeu, mais c'est un jeu. Et donc du coup, de tout ce que j'ai fait, enfin j'en ai fait d'autres qui étaient amusants, des travaux, mais ça c'est quand même très amusant. Vous n'avez pas commencé comme journaliste. Comment c'est venu l'idée de devenir journaliste? Quand j'avais 16 ans ou 17 ans, je me suis abonné à l'Express, alors que j'étais dans un milieu un peu frustre quand même. Et ça, je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai quitté l'école jeune, un milieu très conformiste au fond. Je ne parle pas de mon milieu familial, mais le village dans lequel j'habitais. Le rugby, l'alcool, les filles quand on avait beaucoup d'alcool, parce que sinon c'était des milieux très masculins. Et moi tout seul, je me suis abonné à l'Express. Et au fond, le geste que je ne me suis jamais expliqué, c'est celui-là. Et donc, j'ai repris des études, j'ai fait des études de droit, qui sont une clé importante pour la politique. J'ai eu un coup de cœur pour le droit constitutionnel, vraiment un coup de cœur, voilà. J'ai aimé ça, voilà. J'ai découvert ça, j'ai aimé ça. J'ai découvert l'histoire de mon pays à travers le droit constitutionnel. Après, je me suis dit, la seule chose que j'ai à faire, c'est pas du journalisme, parce que, en fait, je crois que le journalisme ne m'a jamais intéressé. C'est le journalisme politique qui m'a intéressé. Et quand j'ai fait des études de droit à Pau, aux gens avec qui je partageais ces années d'études-là, que je voulais aller à Paris pour faire du journalisme politique, je n'ai pas rencontré une personne qui m'a encouragé. Vu de Pau, ça semblait totalement bête d'imaginer pouvoir faire ça. En 2012, vous avez commenté le roman photo du magazine Gala pour la campagne présidentielle. Oui, c'est vrai. Je vais vous proposer de commenter une série de photos. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé font partie de ces 2, 3, 4, 10 personnes qui, sur la planète, peuvent marquer une génération.
Donc ça, c'est exceptionnel. J'ai toujours été marqué par une phrase de Zinedine Zidane. Il disait ce que j'ai toujours compris de moi, c'est qu'une demi-seconde ou un quart de seconde avant les autres, je comprenais dans quelle direction allait le jeu. Et donc, je me disposais en fonction de ce que je pensais être la direction du jeu avant les autres. Et, disait Zidane, dans un accès de modestie qui est quand même remarquable, au fond, ça n'était pas difficile pour moi. C'est formidable, ça. Mbappé, c'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui... Les joueurs de tennis, c'est la même chose. Ce sont des gens qui voient le truc une demi-seconde. Avant que la balle n'arrive, ils savent exactement où il faut être, comment il faut être. C'est exceptionnel, ça. Ça, c'est... Voilà. Après, ce don-là, parce qu'évidemment, Mbappé a ce don-là, c'est évident. Ce don-là, le sport du haut niveau est tellement difficile, il faut travailler tous les jours. Et être concentré tous les jours. Un joueur de ce niveau-là, s'il veut rester à ce niveau-là, avec son don, c'est un don de lui à ce sport 24 heures sur 24. Au fond, ça pourrait être une série formidable. C'est une malédiction d'être doué comme ça. C'est un bonheur, bien sûr, mais aussi une malédiction. Parce que la vie vous échappe. M6 qui rachète RTL. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous avez longtemps travaillé à RTL. J'ai du mal à me faire une idée. Qu'est-ce qu'une télé apporte à une radio? Alors, en termes économiques, il peut y avoir des synergies dans des secteurs autres que la rédaction. Mais ensuite, il faut que les projets de presse soient séparés. Il faut que les équipes creusent leur identité, les équipes rédactionnelles creusent leur identité, chacune dans leur couloir. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le projet de Nicolas de Taverneau. Quand il faut nommer un directeur de la rédaction à RTL, ben, il prend quelqu'un qui est à M6. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon, ça. Je comprends qu'on puisse créer des synergies, les services comptables, les services généraux, les services publicités, je comprends. Pour la rédaction, je suis moins favorable. Mais après, bon, on voit bien que dans le monde des médias comme dans d'autres mondes, les questions de taille sont importantes. Donc les rapprochements sont inévitables. Il faut avoir une philosophie du rapprochement. Je sais que Nicolas de Taverneau a une philosophie du pouvoir. La courbe des audiences d'Europe 1. Vous n'avez pas une autre photo Est-ce que c'est difficile? Ah oui, c'est difficile, oui. Est-ce qu'Europe 1 peut s'en sortir? Ah ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas devin et puis je ne m'engagerai pas dans cette conversation. C'est douloureux. Europe 1, c'est une belle marque, c'est même une marque formidable. Je travaille à RTL, qui est aussi une marque formidable. Enfin, mais Europe 1, c'est quand même, il y a un capital. Hein. Il y a un capital. Est-ce qu'il ne s'étiole pas? Ah ben oui, s'étiole, oui. Regardez la courbe. Pourquoi s'étiole-t-il? Voilà, je crois que personne n'a trouvé la réponse. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on prend un peu de recul, l'offre radio d'Europe 1 chaque saison est une offre de qualité. Oh, c'est pas de l'amateurisme. Je passe une saison là à Europe 1, je vois bien le travail qui est fourni, qui est un travail qui mérite mieux que l'audience qui est enregistrée. Ça me paraît une évidence. Mais après, c'est les gens qui ont raison à la fin. Hein. Ils écoutent pas. Donc là, ils écoutent moins qu'avant. Donc c'est un problème. Mais c'est très dommage. Après, pourquoi? Que faire à la place? Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas me virer pour que ça marche. Mais, après, j'en sais pas beaucoup. Vous serez encore là-bas la saison prochaine? J'espère. Vous savez, rien n'est fait, mais j'espère. Nicolas Dupont-Aignan. Sans doute le seul responsable politique à qui je dis bonjour sans avoir envie de lui dire bonjour, à qui je pense en termes très négatifs. Ce ne sont pas ses idées qui me font dire ça, mais sa médiocrité, sa démagogie, sa manière de s'en prendre aux journalistes avec une vulgarité épouvantable. J'allais le qualifier, mais je me retiens, je ne l'aime pas. Marion Maréchal et son école. Alors Marion Maréchal, un talent pour la politique, hein, ça c'est évident, elle porte ça en elle. Une mégalomanie qui est aussi de famille. Je ne fais plus de politique, je fais de la métapolitique, on a envie de lui dire, écoute, sois plus simple, ça ira mieux. Peu de goût pour la conquête du pouvoir. Douée comme elle est, elle serait prête à accueillir le poulet tout rôti. Sans comprendre que le poulet, il faut courir après, il faut l'attraper, le déplumer, lui tordre le cou, le faire griller. Il y a du boulot avant. Enfant gâté. Doué, hein, mais enfant gâté. Après, sur le fond, chacun en pense ce qu'il en veut. Jean-Michel, vous êtes très actif sur Twitter. Qu'est-ce qui vous plaît sur cette plateforme? Ce qui me plaît, c'est que je suis un peu submergé par la violence de Twitter ces jours-ci. J'en fais un peu moins là depuis un mois, parce que des fois... Mais l'outil, je trouve, est formidable. D'abord, c'est une agence de presse en soi, donc ça c'est bien, c'est utile. Et puis on peut y loger plein de choses, un commentaire de l'actualité rapide. Il
immédiat, ça fait appel à des réflexes qui sont éminemment journalistiques. On peut faire tout ça avec un peu d'humour et de distance. Mais là, il n'y a plus que de la colère, de l'insulte. Il y a des choses qui sont écrites et qui sont inacceptables. Sibeth Ndiaye a été nommé porte-parole du gouvernement. Les tweets racistes, mais objectivement racistes, enfin quoi. Comment on peut être responsable de Twitter et laisser tout ça affiché en devanture? Enfin, c'est inacceptable. Chacun doit être mis devant ses responsabilités. Sur votre propre pratique de ce réseau social, est-ce qu'il n'y a pas le risque de trop s'exprimer, justement? Oui, je pense que vous avez raison. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Je pense que je l'ai trop fait, oui. Je suis assez d'accord. Ça reste un outil d'information formidable. C'est très vivant, c'est très... Mais bon, il y a trop de cons. La défiance vis-à-vis des journalistes est de plus en plus importante. Non, elle a toujours été importante. Elle n'est pas différente selon vous? Non, non, le médiateur a toujours été, de tout temps, le médiateur a toujours été une figure détestée. D'abord, celui qui est l'objet de la médiation, il pense que la médiation est mal faite. Le maçon, il pense qu'on explique mal son travail. L'acteur, il pense que le journaliste qui critique un film, mais enfin, quand même, qu'est-ce qu'il y connaît au cinéma? Mais que dalle. Et celui qui reçoit la médiation, s'il a des idées, s'il a il est frustré par les comptes rendus, par ce qu'il peut appeler le conformisme de la presse. Ça a été de tout temps. Le rejet du journaliste est consubstantiel à sa situation dans la société. On a l'impression qu'il l'est davantage parce que les réseaux sociaux donnent la parole à plus de gens. Oui, mais sur le fond, je pense que la critique a toujours été très importante. Pour une part, c'est pas injustifié. Au fond, le journaliste, il ne fait jamais rien. Il ne fait que juger. C'est lassant, la figure de celui qui juge. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il faut s'en foutre de la critique du journalisme. Voilà. Il faut faire son travail, et puis c'est tout. Quand des journalistes écrivent sur le conflit du Proche-Orient, ils écrivent à la déception des deux camps. Les Palestiniens ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que la presse est trop complaisante avec les Israéliens. Les Israéliens trouvent que la presse est trop complaisante avec les Palestiniens. Et personne ne va défendre le travail des journalistes. Sur la politique, c'est pareil. Quand vous commentez une campagne électorale, il y a 10 candidats, il y en a 9 qui pensent que ce que vous avez dit est minable si jamais vous avez dit que tel candidat a plutôt réussi son meeting. Voilà. Il n'y a pas un reproche que les journalistes, les médias doivent se faire? Alors il peut y avoir des choses mal faites, il peut y avoir des fausses informations véhiculées, mais enfin il n'y en a pas tous les jours quand même des fausses informations. La presse est aussi professionnelle, enfin on ne raconte pas n'importe quoi quand même. Après il y a dans des projets de presse des parts de subjectivité, bon c'est comme ça, il y a des éditoriaux, il y a... Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à la presse? Moi c'est ça que je voudrais savoir. La critique la plus bête, la France Insoumise, le Rassemblement National, d'autres... 10 milliardaires possèdent la presse, d'accord? Mais est-ce que ça empêche la situation de concurrence? Si le Parisien ne veut pas publier une information, Marianne va la publier. Si Europe 1 a une information, RTL va la donner. Les gens sont informés, et puis il y a une pluralité de points de vue. Un débat d'entre-deux tours, ça vous tenterait d'arbitrer ça? J'ai pas de frustration. Si un jour on me disait, est-ce que tu veux arbitrer le débat d'entre-deux tours? Oui, évidemment, je dirais pas non. Un dernier exercice pour terminer ce numéro de PAF, Jean-Michel. Je vais vous poser les questions que pourraient vous poser d'autres personnalités du monde médiatique. Une question de Nikos Aliagas. Salut mon loup. Ouais, pourquoi pas, oui. Avant de te prendre en photo, j'ai une question. Tu crois que je ferai une deuxième saison à la matinale? J'espère, parce que tu es un personnage sympathique, chaleureux et charismatique, donc j'espère. Une question Jacques Chancel. Jean-Michel Apathy, sous le journaliste, il y a un homme. Ouais. Et cet homme, quel est-il? J'espère un homme pas trop malhonnête. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire mon métier, ou j'essaye de faire mon métier avec honnêteté, c'est-à-dire en associant mes pensées, ma parole à aucune aventure politique et à aucun responsable politique. Et bon, si déjà il y a ça, c'est pas mal, je trouve. Jean-Michel, je vais vous proposer un petit exercice de poser la question au prochain invité de PAF, dont on ignore aujourd'hui l'identité, qui il est, mais de trouver une question pour elle ou lui qui viendra s'asseoir à votre place. Bonjour, avez-vous un compte en Suisse? Et une dernière question, la question de Michel Denisot. Il a présenté assez longtemps une émission qui s'appelait À part ça. Et il terminait cette émission en disant « Et à part ça, Jean-Michel Apathy ». Et à part ça, je suis content du retour des beaux jours parce qu'on pourra jouer au tennis en plein air. Jean-Michel Apathy, je rappelle que vous présentez tous les matins à 7h40 l'édito politique d'Europe 1 dans la matinale de Nikos Aliagas. Merci d'avoir été l'invité de PAF. Merci à vous.